C'est quoi un congrès? Comment ça se passe au PS? Pourquoi ils font ça? Ça sert à quoi? C'était quand? Fais-nous un petit topo. Alors, le congrès, c'est quelque chose... Alors là, c'est le 81e congrès du Parti socialiste. Donc ça montre quand même qu'il y en a très régulièrement, grosso modo, tous les 1 an et demi, 2 ans au Parti socialiste. Ça a pour but à la fois de choisir la ligne politique du parti, mais aussi qui devra l'incarner comme premier secrétaire. Le premier secrétaire, depuis 2018, c'est Olivier Faure, depuis le congrès d'Aubervilliers, c'est le seul qui avait décidé de relever le drapeau après le quinquennat Hollande, où personne ne voulait reprendre le parti. Et donc c'est Olivier Faure qui a participé et qui a même reconstruit le Parti socialiste, même s'il y a eu des creux avec la présidentielle de 2022, 1,75% pour la candidate Anne Hidalgo, jusqu'aujourd'hui à être la première formation au Parlement européen parmi les partis de gauche et d'avoir progressé de 110%, je crois, le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est ce que dit Olivier Faure, je crois, dans l'interview qu'on regardera après. On regardera, parce que justement, sur son bilan, il est contrasté. Enfin, il est attaqué, en tout cas. Et donc, les militants socialistes ont été appelés le 27 mai, d'abord à voter sur les textes d'orientation. Il y en a 3. Celui de Olivier Faure qui se représente, celui de Boris Vallaud, qui est actuellement le chef du groupe à l'Assemblée nationale, et celui de Nicolas Mayer-Rossignol, qui est le maire de Rouen, soutenu par Carole Delga, Karim Bouamran, et en sous-main par François Hollande, qui lui... Donc, c'est-à-dire que c'est pas assumé, genre tout le monde le sait, mais c'est pas affiché. En fait, voilà, les proches de François Hollande soutiennent Nicolas Mayer-Rossignol. Mais François Hollande, lui, avait juste, il y a quelques mois, appelé à faire battre Olivier Faure, mais sans prendre vraiment position dans le congrès. Et donc les militants socialistes ont voté le 27 mai dernier. Donc, mardi, il y a une semaine, tout c'est ça, exactement. Et donc c'est Olivier Faure qui est arrivé en tête avec 42% des voix, suivi de très près par Nicolas Mayer-Rossignol à 40%, et ensuite Boris Vallaud, dont l'objectif c'était de ne pas refaire le congrès de Marseille, mais peut-être qu'on y reviendra, un congrès fratricide. Il lui proposait d'unir les socialistes, c'était le nom de sa motion, a fait un peu plus de 17% des voix. Donc voilà, de Marseille, donc le dernier congrès du PS en 2023, c'est bien ça. C'est ça, qui était un... Comment expliquer ça? Vous voyez Game of Thrones? À côté, c'est pacifiste. C'était le congrès du grand n'importe quoi. Il y avait 3 candidats aussi. Il y avait déjà Olivier Faure, il y avait déjà Nicolas Mayer-Rossignol, et il y avait une 3e personne qui n'était pas Boris Vallaud, qui à l'époque soutenait Olivier Faure. C'était Hélène Geoffroy, qui est la maire de Vaux-en-Velin, et qui, elle, en l'occurrence, c'est vraiment la ligne François Hollande, la ligne plutôt sociale-libérale du Parti socialiste. Et donc, à l'époque, ça avait donné au 2e tour Mayer-Rossignol Faure, et ça s'était fini à 49,5, 50,5. Sur fond d'accusation de tricherie, parce qu'ils s'accusaient les uns les autres d'avoir triché. Les journalistes étaient convoqués pour des conférences de presse sur Zoom jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, avec toutes les 15 minutes, ils reprenaient, déjà ils commençaient les Zooms avant que l'autre ait terminé. Enfin, c'était vraiment la mauvaise politique. C'est souvent le cas dans les congrès socialistes, la mauvaise politique, la triche, les accusations. Oui, ça remonte, ça rappelle le congrès de Reims entre Martine Aubry et Ségolène Royal, où déjà il y avait de la tricherie. On se souvient que Mélenchon aussi, face à François Hollande, il y avait eu des arrangements sur les coins de table qui n'avaient pas été respectés par François Hollande. Il lui avait pas donné le pourcentage qu'ils avaient négocié en amont, etc. Enfin, le congrès socialiste, c'est à chaque fois quelque chose de... C'est vraiment Game of Thrones, ça, non? C'était pas une blague. Il y a moins de morts, mais... Peut-être moins de cul aussi, j'espère. Enfin, quoique, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe au PS. Cela ne nous regarde pas. Ça restera au PS. Attends, je voulais revenir sur un truc. Tu parlais des textes d'orientation. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est un peu comme une profession de foi, les candidats qui expliquent leur ligne politique, ou en tout cas leur projet pour le PS, ou plus globalement pour la France? C'est quoi ces textes d'orientation? Alors c'est un peu tout ça, c'est chacun il met ce qu'il veut dedans, et alors pour ne pas vous mentir, j'ai lu les 3. Je me suis ennuyé en lisant les 3 parce qu'en fait c'est 3 textes qui ne disent pas grand chose. Ils posent c'est Clément Viktorovitch qui parle de signifiant creux. C'est-à-dire c'est des mots-clés qui parlent à tout le peuple de gauche, qui font plaisir. C'est le mot justice, c'est le mot écologie, égalité, j'imagine, égalité, fraternité, enfin liberté. En fait, c'est des mots c'est des concepts qui veulent dire quelque chose, mais en fait que si on y accole ensuite quelque chose de matériel, de concret. Et en fait, on se rend compte que ces textes d'orientation, qui sont donc théoriquement des textes qui sont censés donner la ligne politique du parti, donc où chacun expose sa vision à la fois pour le Parti socialiste sur
le programme, sur la matrice socialiste, sur l'organisation du parti, mais aussi sur ce qu'ils veulent faire après sur les échéances électorales et par exemple l'Union de la gauche. Et donc en fait ils enchaînent les perles tous dans ce congrès et ils racontent pas grand-chose à la fin des 3 textes. Si on les lisait et que je te disais pas qui a écrit quoi, tu serais incapable à ce point-là. presque de me dire en fait ce qui permet de savoir, c'est surtout le rapport à l'Union de la gauche. Sur le fond, tu serais quasiment incapable de me dire qui a écrit quoi. D'accord. Je revenais sur une question du chat. Combien de votants est-ce que il me semble que c'était 39 ou 40 000 non, pas de votants, d'adhérents qui peuvent voter. Voilà. Et donc, on est à un peu plus de 24 000 votants. C'est historiquement faible pour le Parti Socialiste. Ouais. Vraiment, même au Congrès de Marseille, donc il y a 2 ans, c'était en janvier 2023, il y avait 1000 votants de plus. D'accord. Mais 1000 adhérents de plus. Et on est à peu près sur le même corps électoral aujourd'hui, et c'est historiquement bas. Un Parti socialiste a eu plus de 100 000 adhérents, 150 000 adhérents dans ces grandes heures, et donc là c'est très très faible. Et est-ce que du coup ça pose la question de la légitimité de la personne qui sera élue? Est-ce que, je sais pas, est-ce que les candidats ont conscience de cette baisse? Est-ce qu'ils le prennent en compte? Comment? Alors il y en a un qui tape très fort. C'est Nicolas Mayer-Rossignol qui veut prendre la place d'Olivier Faure, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 en lice. Après, du coup, comme Boris Vallaud a fait 17% sur les expérimentations, il ne peut plus être premier secrétaire, ça se joue entre les deux, entre Faure et Mayer-Rossignol. Mayer-Rossignol, lui, il se sert beaucoup de cet argument pour dire qu'en fait, Olivier Faure, il a eu le courage, effectivement, de reprendre le drapeau en 2018 quand personne ne voulait le reprendre, mais qu'au bout de 7 ans, on peut faire, lui, il le dit, c'est ce qu'on a publié dans l'interview, il peut faire beaucoup mieux. C'est sa phrase. Et donc, je ne sais pas si ça entache la légitimité, parce qu'après on est légitime lorsqu'on est élu au sein d'une organisation qui est 100 000 ou 40 000 adhérents. Par contre, ce qui est problématique, ça va être avec quelle marge celui qui est élu. Parce qu'en fait, on va se retrouver probablement dans la même situation qu'à Marseille, c'est-à-dire quasiment du 50-50. Un parti est coupé en deux. Ça dépendra du report des voix, notamment de Boris Vallaud. Et là, c'est un congrès assez lisible. On ne sait pas qui va sortir en tête. Peut-être qu'Olivier Faure aujourd'hui a une petite avance, mais c'est quand même très compliqué. Donc c'est un parti qui sera coupé en deux. Des gens qui ne veulent plus travailler ensemble. C'est marrant, c'est Boris Vallaud dans l'entretien dont on parlait. On peut peut-être le mettre. Ouais. C'est tout à la fin. Je vous invite à lire cet entretien. Donc c'est toi qui l'as réalisé. C'est un entretien croisé. Alors peut-être avant de rentrer dans le fond de l'entretien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez organisé ça? Donc un entretien croisé entre les 3 candidats au congrès du PS. Alors il se trouve qu'en ce moment au Parti socialiste, il y a un débat pour savoir s'il faut organiser un débat. C'est ça que la gauche que j'aime. Et d'habitude, c'est chez les Verts qui sont le genre de débat où en fait ils votent à 12 secondes, à 150 pour savoir s'ils vont mettre une virgule là ou là. Là, en l'occurrence, chez les socialistes, est-ce qu'il va y avoir un débat dans les médias? Parce que des débats, il y en a tous les soirs depuis le début du congrès, dans toutes les fédérations, avec soit les premiers signataires des textes, soit avec avec leurs représentants. Il n'y a pas eu de débat à la télé, contrairement à ce qui avait été le cas en 2023. Sur France Info, il y avait eu un débat entre Hélène Geoffroy, Mayer-Rossignol et Faure. Bon, il n'en était pas ressorti grand-chose, c'était pas extrêmement intéressant, parce que chacun est aussi dans des postures, et il y avait déjà les mêmes signifiants creux où chacun... c'était pas un débat de ligne, c'était plutôt un débat stratégique qui se jouait déjà sur la question du rapport à la France insoumise. Déjà en 2023. Ouais. Cette année, Olivier Faure a refusé ce débat. Un débat qui avait été proposé, je sais que BFM l'avait proposé, je crois qu'il y a une autre chaîne de télé qui l'avait proposé, Mayer-Rossignol et Vallaud poussaient pour qu'il y en ait un, mais finalement Olivier Faure n'en a pas voulu, et moi ça m'a donné l'idée de dire... Alors attends, tu sais pourquoi il n'a pas voulu? Parce que c'était le dispositif qui lui convenait pas, il voulait pas aller sur BFM faire ce débat? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Est-ce que t'en sais rien? Je pense que là il voulait miser davantage sur des débats en fédération, au plus près du terrain, parce que il voulait pas donner l'image peut-être de la division aussi du Parti socialiste au-delà des cercles socialistes, mais après il s'est pas exprimé clairement là-dessus. D'accord. Là, ces derniers jours, Nicolas Mayer-Rossignol revient à la charge pour proposer à Olivier Faure un nouveau débat. Il a tweeté hier soir, il a dit à la télé, et donc il y a un communiqué de Pierre Jouvet, un proche d'Olivier Faure, etc., pour dire non mais nous on est dans les fédés tous les soirs. Donc le débat il se joue là-dessus, mais en tout cas moi ça m'a donné l'idée de le faire.
En fait, je me suis dit, pourquoi on n'organiserait pas, nous, le débat du Parti Socialiste dans nos colonnes. J'avais déjà voulu le faire pour le Congrès des Verts, mais ça n'avait pas pu se faire à cause d'un truc perso d'une candidate, en l'occurrence, qui a subi la perte d'un proche, et donc le débat n'a pas pu se monter. Et je me suis dit, on n'a qu'à le faire pour le Parti Socialiste aussi, c'est intéressant. Aussi pour essayer de montrer à nos lecteurs quelles sont les différences entre les candidats. Alors, pareil, je vous mets au défi de lire l'interview et de comprendre profondément les différences entre Olivier Faure, Boris Vallaud et déjà entre les deux, parce qu'en fait ils sont très proches. On reviendra pourquoi Boris Vallaud aussi a été candidat, et Nicolas Maillard-Rossignol. Donc c'est un entretien où j'ai posé les mêmes questions à tous les candidats de façon séparée. On les a pas réunis, ça n'aurait pas été possible. Et donc voilà, on a posé les mêmes questions et on a publié ça lundi 26 mai, à la veille du vote sur les textes d'orientation. Et ce pourquoi je voulais vous montrer cette interview, c'est d'abord pour la toute dernière question, celle sur une question que je pose, qui est sur les gauches irréconciliables. Je sais pas si on peut descendre, c'est tout en bas. La dernière question, et c'est la réponse de Boris Vallaud qui est intéressante. Tu peux y aller, ça dure 14 minutes. Et voilà, c'est la dernière question. Les gauches irréconciliables. Et Boris Vallaud, lorsqu'on je lui demande, pensez-vous que les gauches sont irréconciliables? C'était le mot qu'avait utilisé Manuel Valls à l'époque pour dire que toutes les gauches ne pouvaient pas travailler ensemble. Il dit non. Et je crois encore moins aux socialistes irréconciliables, comme certains voudraient nous le faire croire. Boris Vallaud, lui, c'était sa thématique de campagne, de réconcilier tout le monde, rassembler, etc. Et pourtant, aujourd'hui, quand on voit un parti fracturé comme le Parti Socialiste, on se demande vraiment si le Parti Socialiste va pouvoir continuer à travailler entre l'aile Maillard-Rossignol et l'aile Faure. C'est un vrai débat. On se posait déjà la question en 2023. Il se trouve que, en fait, non, ils n'ont pas réussi à travailler ensemble. Il y avait eu sur un coin de table un truc signé entre Faure et Maillard-Rossignol qui avait été moyennement respecté par les deux partis. Et donc, là, aujourd'hui, la fracture s'est creusée. Et voilà, on va peut-être essayer après de comprendre pourquoi ça s'est creusé. Oui, alors pourquoi ça s'est creusé? Alors attends, juste avant, je sais plus si c'est dans ce papier-là ou dans un autre, il y avait l'expression Boris Vallaud, faiseur de roi. Je sais plus si c'est toi qui l'as écrit, Anthony Cortès. C'est pas moi, c'est Anthony, je pense qu'il a écrit dans son papier justement au lendemain du premier vote. Ouais. Pourquoi il est faiseur de roi? Parce qu'aujourd'hui, on a deux blocs qui sont relativement égaux. 42% pour Olivier Faure, être arrivé en tête même de peu, de 2 points, 2% ça compte. Et Maillard-Rossignol qui est à 40. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Boris Vallaud à 17%, un peu plus de 17%. Et c'est lui, en fait, qui va donner une indication aux gens qui ont voté pour lui, vers qui il penche, vers qui sa sensibilité se sent le plus proche. Alors dans un premier temps, il y a eu un communiqué de son courant, qui s'appelle Unir, qui a dit qu'il n'y aurait pas de consigne de vote. Donc les gens qui ont voté Vallaud sont libres de choisir leur candidat, leur premier secrétaire. Mais Boris Vallaud, lui, a mis 5 jours, mais il a fini par se mouiller. Il y a 2 jours, il a pris position dans une interview dans Le Monde pour dire « Moi, je voterai à titre personnel pour Olivier Faure ». Tout en disant que ce n'était ni un chèque en blanc, j'ai oublié l'expression, mais c'est ni un chèque en blanc, ni quelque chose d'autre. En gros, c'est une façon de dire je continuerai à peser dans ce parti, parce que de toute façon, en fait, au sein du Conseil national, qui est la sorte de parlement du Parti socialiste, pour l'instant, personne ne peut être majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parlementarisation, et donc les voix de Boris Vallaud vont compter pour faire et défaire les majorités sur les votes, etc. Donc Boris Vallaud, il a du poids, et donc en choisissant de voter Olivier Faure, qui avait déjà un peu d'avance, lui, il envoie quand même un signal qui pourrait laisser penser qu'Olivier Faure est aujourd'hui légèrement favori. Mais en fait, ça se fracasse, enfin je sais pas si ça se fracasse, c'est peut-être un peu fort, mais c'est à mettre au regard de la situation quand même du Parti socialiste. Boris Vallaud a décidé de se présenter contre Olivier Faure, qu'il soutenait jusque-là, parce qu'il considérait que le parti aujourd'hui n'était pas assez fort, notamment sur le plan des idées, que le Parti socialiste était arrêté de penser, mais ça on y reviendra parce que ça va être le sujet aussi du prochain Humanité Magazine qu'on vous tease, qui sera pas le prochain, celui sur le prochain sortira le 12. Donc c'est celui d'après. Donc le 12 qui sortira juste avant le congrès de Nancy, qui sera l'officialisation en gros de tous les votes, qui se tient du 13, 14 et 15 juin à Nancy. Et donc, Boris Vallaud a décidé de se présenter, notamment pour porter une idée qui est celle de la démarchandisation, pour sortir du marché, en tout cas de la voracité de l'économie de marché, tout un pan de l'économie, notamment tout ce qui concerne le care, c'est-à-dire des crèches jusqu'aux EHPAD et même jusqu'aux obsèques. Et donc il se présente contre Olivier Faure, tout en réalité en ayant une ligne politique et stratégique très proche de lui.
Lui, il voulait pas qu'on rejoue justement au Parti socialiste le congrès de Marseille, fratricide. Il dit qu'il y a une possibilité de faire travailler tout le monde ensemble et de les unir autour de lui, qui réussit plus ou moins à le faire à la tête du groupe socialiste. Bon, en fait, ça a fait un flop. Eux, ils ne le disent évidemment pas comme ça. Ils considèrent que c'est une victoire d'être quasiment à 20%. En réalité, ils espéraient beaucoup plus. Ah oui, ils y croyaient vraiment? C'était pas juste pour exister le temps du congrès Alors, ils ont fini par arrêter d'y croire, mais au départ, lorsque Boris Vallaud se lance, il se lance assez tardivement. Mais il pense qu'il va pouvoir décrocher à la fois des gens chez Maillot-Rossignol et des poids lourds chez Olivier Faure autour de sa candidature qui veulent justement un congrès de réconciliation. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. À part quelques-uns, mais ce n'est pas les gens qui ont un poids monumental au sein du Parti socialiste, ça n'est pas arrivé. Et donc, Boris Vallaud, il se retrouve dans cette position à avoir à la fois la même ligne quasiment qu'Olivier Faure, mais en même temps, les gens qui ont voté pour lui, c'est les gens qui veulent du changement, de fait, puisqu'ils n'ont pas voté Olivier Faure, qui est à la tête du PS depuis 7 ans. Donc, en fait, c'est ce qui rend un peu le deuxième tour illisible. On ne sait pas quel pourra être l'attitude des militants qui ont voté pour Boris Vallaud, et surtout que si on regarde par rapport aux équilibres de 2023, c'est vraiment compliqué de comprendre comment ça va se passer, parce que en gros, Hélène Geoffroy avait fait 20%, et aujourd'hui on peut considérer que ces 20%, ils sont allés directement chez Maillot-Rossignol, qui est à 40%. Donc lui, il a fait 10 points de plus qu'en 2023. Olivier Faure, lui, il a baissé de 9 points environ. Donc il y a 10% de chez Maillot-Rossignol, grosso modo, qui est parti chez Vallaud, et 10% qui est parti de chez Faure vers Vallaud. Et donc, si chacun des adhérents retourne un peu dans leurs camps initiaux, on peut considérer qu'Olivier Faure a une légère avance. Pour l'instant, il a 450 voix d'avance, et selon les calculs de je ne sais plus quel journaliste, il lui en faudrait 1900 de chez Vallaud pour être sûr de gagner. Voilà. En plus, si on rajoute ça au fait que Boris Vallaud a dit que lui, personnellement, voterait pour Olivier Faure, même s'il n'a pas donné de consigne de vote, le fait de dire ça, j'imagine que ça peut aussi en faire basculer quelques-uns vers Faure plutôt que vers Maillot-Rossignol. Ou pas vraiment? C'est possible, mais après, dans le secret de l'isoloir, enfin, le secret de l'isoloir, au parti, ce que je disais à Théo juste avant qu'on commence, c'est qu'au Parti Socialiste, c'est encore un peu archaïque. C'est des boîtes à chaussures, tu me parlais de boîtes à chaussures. Ils votent dans des boîtes à chaussures, parce que dans chaque fédération, ça va dans chaque section et ensuite ça rentre dans les fédérations. Mais bon, vous voyez bien, pour faire voter 24 000 personnes, ils n'ont pas les moyens d'acheter des urnes comme nous, où on va voter pour la présidentielle ou législative. Donc, ils font ça dans les boîtes à chaussures. Ce qui peut laisser aussi la place à de la tricherie, dans certaines sections où on se rend compte que Nicolas Maillot-Rossignol fait 96% des voix, ou inversement, ça marche dans les deux sens, ou que Faure fait des scores stratosphériques. Et ils ne sont toujours pas passés au vote électronique, et on vote toujours comme le congrès d'Épinay de 1974, quand c'était François Mitterrand qui a lancé le congrès, le Parti socialiste. Voilà, c'est toujours ça qui régit la façon dont on vote au Parti socialiste. Et donc Olivier Faure, s'il est élu, lui promet maintenant un grand plan de modernisation du parti pour arrêter de voter, d'avoir à se déplacer pour voter dans des boîtes à chaussures. Voilà. Mais pourquoi attendre si longtemps pour moderniser la manière dont on vote? C'est un peu étonnant. Parce que j'imagine c'est pas... ça fait 7 ans qu'il est là, donc c'est vrai qu'il aurait pu le faire avant. Bah oui, parce que s'il y a un congrès tous les 2 ans à peu près, c'est des choses qui auraient pu être mises en place avant. Mais je pense qu'il y a un attachement aussi. Le problème, c'est que je pense du Parti socialiste, comme de plein de partis en France, c'est que c'est un parti quand même dont les militants sont relativement vieillissants. Ils ont aussi un attachement au fait de devoir se déplacer pour aller voter. Il y a aussi la fracture numérique. Je pense qu'une partie des militants socialistes, l'outil internet, ça ne ça les passionne pas plus que ça, et donc ils n'ont pas plus de compétences que ça pour voter. Et donc peut-être qu'il y a ça aussi, il y a cet attachement quand même de prendre une partie de sa journée pour aller se déplacer, être avec les autres militants et aller voter. Je pense qu'il y a de ça. D'accord. Avant qu'on parle un peu des conséquences de l'élection de un tel ou un tel, est-ce que tu as un pronostic, même si tu viens de nous expliquer pourquoi c'était très difficile de se projeter? Est-ce que Emilio Mellet, spécialiste du Parti Socialiste à l'Humanité, a un pronostic? C'est compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, Olivier Faure part avec une petite avance. Donc je dirais Olivier Faure sur le fil, mais je serais absolument pas surpris si Nicolas Maillot-Rossignol l'emportait. Très bien. Alors, ensuite, la question... Ouais, non, Olivier Faure, allez. Allez, Olivier Faure. Vous l'aurez entendu ici, si Olivier Faure le remporte. Est-ce que, avant de passer un peu sur les conséquences pour le PS, pour l'Union de la gauche, pour la présidentielle, est-ce que tu veux qu'on revienne sur quelques points de l'entretien, peut-être sur les différentes lignes? On a dit qu'on en parlerait. En fait, c'est ça qui est intéressant d'analyser. C'est ce qui se passe d'un point de vue des idées, de l'idéologie du Parti socialiste, et c'est en fait ça qui fera l'objet
la prochaine une de l'Humanité Magazine dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre quel est ce logiciel social-démocrate dont on se dit qu'il a presque arrêté de penser depuis 2012 et la victoire de François Hollande. C'est vrai qu'on a du mal à trouver une idée forte aujourd'hui défendue par le Parti socialiste. Non, peut-être, je suis peut-être un peu sévère. Il y a quand même eu l'idée du revenu universel qui avait été portée par Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Mais c'est vrai qu'on attend quand même les grandes idées qui viennent du Parti socialiste, qui étaient avant, comme on peut en penser ce qu'on veut du Parti socialiste, mais au moins il y avait des idées. On pensait, parce qu'il y avait des courants, en gros, des sociolibéraux, Dominique Strauss-Kahn, jusqu'à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, la gauche du Parti socialiste. C'était un vrai débat d'idées. Ils se foutaient vraiment sur la gueule, mais au moins ça pensait. Aujourd'hui, ça pense plus beaucoup. Alors c'est compliqué de trouver effectivement de nouvelles idées au Parti socialiste et même de définir la ligne du Parti socialiste. Alors pour ça, pour mon papier, il se trouve que j'ai appelé un chercheur, un politologue qui s'appelle Frédéric Savicki. Il est spécialiste, lui, du Parti socialiste. Et il en vient un peu au même constat. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire vraiment où se situe le Parti socialiste parce qu'ils ont arrêté de mettre à jour leur logiciel autrement qu'en utilisant des mots-clés un peu vagues. Alors, comment on pourrait aujourd'hui définir le Parti socialiste ? Eux, ils disent socialiste. Ils disent pas sociaux-démocrate. C'est un terme qui est pas utilisé chez eux, qui a longtemps été considéré comme un... Je crois que Meyer Rossignol l'utilise, le revendique, ce social-démocrate. Non, lui, il veut il l'utilise, mais en s'intégrant qu'à moitié dedans. Il dit qu'il y a un espace social-démocrate qui déborde, en gros, jusqu'à Cazeneuve et Raphaël Glucksmann. D'accord. Et donc, c'est d'abord avec cet espace-là qu'il faudrait travailler pour le Parti socialiste et ensuite élargir au reste de la gauche. Ça, c'est ce que dit Nicolas Meyer-Rossignol. Et j'ai aussi interrogé, évidemment, pour ce papier, des socialistes eux-mêmes. Alors, ils savent pas vraiment définir ce que c'est le socialisme. On peut le regarder. Non, mais on peut regarder dans l'interview. J'aurais posé la question d'ailleurs aux trois candidats. Quel est le... c'est au début. Non, c'est un peu après. Hop, définition du... Voilà. Qu'est-ce que le socialisme pour vous ? Une question qui, quand tu fais partie du Parti socialiste, devrait être plutôt facile. Oui, mais alors après ils répondent, ils font une réponse qui a, je dis pas qu'elle a pas de sens, elle a du sens, mais en fait elle est pas très concrète comme réponse. Qu'est-ce que c'est le socialisme ? Du coup, Nicolas Meyer-Rossignol nous dit que le socialisme est né de la révolte contre toutes les injustices. C'est donc une philosophie politique qui a pour objectif justice et progrès, justice sociale, justice écologique et justice fiscale. Sans se mouiller sur après quel degré. Comment on fait Olivier Faure, lui, il nous cite Léon Blum. En gros, il dit que c'est quand on considère que les inégalités ne sont pas naturelles et que il y a une confrontation entre le salarié et le patronat. Et ensuite, Boris Vallaud, lui, nous dit c'est soustraire les individus à toute forme de domination pour abattre les frontières invisibles qui s'opposent à la fraternité humaine. Alors, c'est des belles phrases, hein. Oui. Non, mais c'est joli. Là, on comprend bien tous les mots des concepts un peu forts qui sont un peu mélangés pour au final, qu'est-ce qu'il y a de concret derrière ? On ne sait pas très très bien. Et donc, moi, il y en a j'ai un socialiste qui à qui j'ai posé la question, que j'ai eu hier. Pour ne rien vous cacher, que j'ai même remercié parce qu'en fait il était honnête. Il disait clairement les choses et donc je vais vous la lire, sa définition du logiciel socialiste, parce qu'elle est intéressante. C'est un député, il s'appelle Laurent Baumel. C'est un ancien frondeur de François Hollande. C'est une des rares personnes au Parti socialiste qui pense beaucoup. Et non, mais au-delà des jeux stratégiques, parce que sur les jeux stratégiques, ils sont nombreux à penser beaucoup, mais sur la matrice socialiste. Et donc, Laurent Baumel, il dit le Parti socialiste est un parti qui a accepté le cadre de l'économie de marché capitaliste, mais qui reste déterminé à le réguler à travers un attachement aux outils de l'État social, comme les services publics, la redistribution, la fiscalité, la dépense publique, la croissance et la sécurité sociale. Depuis une vingtaine d'années, nous y avons ajouté la conscience écologique. Et sur cette définition, dit-il, il n'y a pas de divergence au sein du Parti socialiste, mais ce qui diffère, c'est la position du curseur de l'intervention de l'État. Et il dit, dès lors que vous êtes sur cette logique entre confrontation et compromis avec l'économie de marché, vous devez être sensible aux conditions de rentabilité des entreprises pour ne pas décourager les investisseurs. Et il termine en disant, comme toujours, il y a ce débat, et surtout l'expérience des socialistes qui ont gouverné a montré que le curseur se déplace davantage vers le social-libéralisme à cause de la pression des marchés financiers et que les socialistes ont à l'évidence du mal à y résister. Voilà. Ouais, donc c'est assez clair. Et donc là, on a quelqu'un qui assume le logiciel socialiste. Donc aujourd'hui,
le sujet au Parti socialiste, c'est donc quel curseur on met et comment on fait en sorte aussi de tenir les engagements. Ça, c'est le sujet d'Olivier Faure. Il l'a redit dans un meeting dématérialisé avec ses militants. Il dit le sujet maintenant, c'est que le Parti socialiste, parce qu'on c'était dans le chat, d'ailleurs c'est les sociotraîtres, il faut arrêter de trahir. Il faut aujourd'hui, lorsqu'on prenne des engagements, on les tienne. Et qu'on ne déplace pas. Et donc, chez Olivier Faure, il considère que ça passe par l'union de la gauche. Parce qu'en fait, de s'allier avec des gens comme François Ruffin, comme les communistes, comme les écologistes, en fait, ça les oblige. Ça leur rajoute une pression supplémentaire. Ça contrebalance avec la pression des marchés économiques. Mais est-ce que c'est pas un peu triste de se dire qu'ils ont forcément besoin d'autres partis pour être sûr de pas trahir? Est-ce que c'est pas, je trouve que c'est un peu triste, non, de concevoir, de dire, en fait, forcément, intrinsèquement, on va trahir, donc on a besoin des autres pour nous garder dans le droit chemin. C'est un peu triste, non? Je sais pas. De voir les choses comme ça, peut-être un peu. En tout cas, c'est parce que c'est la différence entre Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure, c'est Nicolas Meyer-Rossignol considère qu'il faut d'abord aller avec les sociodémocrates, donc les gens qui sont beaucoup plus centristes, qui sont plus, selon la définition d'Olivier Faure, plus démocrates que sociaux. C'est vrai que par exemple quelqu'un comme Raphaël Glucksmann ou même comme Bernard Cazeneuve, on les entend très peu parler de social. Je trouve que je suis allé sur le site il y a pas longtemps de Place Publique pour aller voir et en fait c'est pareil, ils enfilent les mots-clés. Nous on considère que les inégalités ne sont pas naturelles et donc on veut prôner une politique sociale. Laquelle j'ai commencé à lire le bouquin de Bernard Cazeneuve. Il y a 2 chapitres consacrés par exemple à la réforme des retraites. J'ai toujours pas compris la position de Bernard Cazeneuve sur les retraites. Non mais c'est pas concret. Et en fait, c'est des gens qui sont davantage dans un accommodement avec le libéralisme que l'aile gauche qu'aujourd'hui, voilà, Boris Vallaud, Olivier Faure, qui sont des socialistes, qui sont vraiment radicalement opposés au néolibéralisme, mais pas au modèle du capitalisme. C'est le néolibéralisme qu'ils ciblent. Des gens comme Bernard Cazeneuve, qui dans la continuité de François Hollande, on est plus vers du social-libéralisme. Et donc, il y a des gens qui ont déjà intégré, et on l'a vu, en gros, qu'il faut mener une politique de l'offre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrepartie sociale à donner, parce que le quinquennat de François Hollande, ce n'est pas que la politique de l'offre. Il y a aussi le compte pénibilité, mais ça pèse bien peu par rapport aux milliards d'euros dont étaient abreuvés les entreprises, sans, je le rappelle, contrepartie. Et d'ailleurs, quand on regarde la question que j'ai posée aussi aux trois candidats, qui est suivante, c'est alors c'est pas celle-ci sur c'est celle-là. Que dites-vous à ceux parmi les électeurs de gauche et vos potentiels partenaires notamment qui craignent le retour d'une tentation hégémonique du PS avec une ligne sociale libérale? Donc sous-entendu, est-ce qu'on n'est pas vers le retour de François Hollande? Et alors ce qui est intéressant, c'est la différence de réponse entre Meyer-Rossignol et Faure. Olivier Faure, lui, se contente laconique d'un « ce n'est pas ma ligne ». Point. Allez voir ailleurs si j'y suis. Parce que Olivier Faure, il a compris que lui, c'était moins son sujet. Lui, il est moins renvoyé en réalité à François Hollande que Nicolas Meyer-Rossignol, dont les soutiens sont parmi les très proches de François Hollande. Et donc il laisse en gros Nicolas Meyer-Rossignol se dépêtrer de cette accusation et il y répond. Et toi, tu m'as dit que ça t'avait fait sourire quand même. Et t'es pas le premier parce que ça a fait marrer beaucoup de monde. Bah oui, la première phrase des 3 candidats, je suis le plus à gauche. Et c'est Nicolas Meyer-Rossignol qui dit ça. Enfin, je veux dire, on peut être d'accord ou pas avec sa ligne, mais assez objectivement, ce n'est pas le candidat le plus à gauche du Parti socialiste. Non. Même si dans les lignes politiques sont pas très claires, en tout cas dans ce qu'il défend et avec qui il veut discuter, j'en ai pas l'impression. En fait, il y a une ligne politique, c'est ce que m'a dit Frédéric Savicki, le politologue que j'ai interrogé hier, qui trouve qu'on est un peu trop sévère avec le quinquennat de François Hollande. C'est des gens qui portaient pas forcément l'orientation de François Hollande au départ. Là, il y a une proche de Meyer-Rossignol qui s'appelle Lamia Larache, qui est la première fédérale à Paris, donc c'est la chef des socialistes parisiens. Elle le dit dans son bouquin, à l'époque j'aurais été frondeuse probablement, mais pour autant il considère qu'il faut pas tout noircir et qu'il y a des choses bien qui a été faites. Et donc ce qui est drôle, c'est la façon dont Nicolas Meyer-Rossignol se défend de ces accusations. Alors eux, quand on leur pose la question, ils en ont marre qu'on leur pose. D'ailleurs, ils s'énervent. Moi, je leur ai posé aussi dans une conférence de presse. Il y avait tout le monde. Il y avait Carole Delga, Valérie Rabault, Jérôme Gage, Philippe Brun, Lamia El Harraj, David Assouline, c'était tout cela, et Nicolas Meyer-Rossignol. Et quand je leur pose cette question, ils ont bizarrement, c'était épidermique, ils ont tous voulu répondre à la question. C'est quand même relativement rare dans une conférence de presse, mais cette fois, ils ont tous voulu prendre le bâton de parole pour dire non, ce que vous dites est faux, et etc. Et donc Meyer-Rossignol dans l'entretien, lui, il dit regardez simplement ce qu'on fait dans nos mairies. Et donc effectivement, il y a des politiques qui sont de gauche qui sont menées dans les mairies socialistes. Après, on peut dire aussi que mener des
politique de gauche à l'échelle locale, c'est plus facile qu'à l'échelle nationale, parce que l'État, le maire ne lève pas l'impôt, il n'a pas à fighter avec le capital autant qu'on a à l'échelle nationale. Il n'y a pas de pouvoir réglementaire, etc. Donc c'est plus simple. Et donc en fait, en répondant ça lui évite d'avoir à répondre justement à savoir où est-ce qu'il place le curseur sur la ligne qu'avait définie Laurent Baumel. Et ce qui est aussi très drôle, c'est la fin de sa réponse. Il continue à la comparaison avec les deux autres candidats. Il dit: des 3 candidats, je suis le seul à avoir voté non au référendum de 2005. Le référendum, donc le TCE sur la Constitution européenne. Je suis le seul à avoir été adhérent à TAC. Donc il serait presque supposé que Nicolas Maréchal est un altermondialiste. Et surtout, c'est l'avant-dernière phrase que je trouve géniale. Des 3, je suis le seul à n'avoir jamais travaillé avec François Hollande. Comme quoi, il a lui aussi compromis avec François Hollande et comme radioactif, y compris au Parti Socialiste. Parce qu'en fait, Boris Vallaud a été secrétaire adjoint de l'Élysée sous le quinquennat Hollande. C'est lui qui a remplacé en fait Emmanuel Macron quand il a été nommé ministre de l'économie. Donc Vallaud est rentré à l'Élysée. Et Olivier Faure, c'est l'ancien directeur de cabinet de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste. À l'époque, ça fait 20 ans. Ouais. Enfin, directeur de cabinet adjoint aussi. Après, stratégiquement, il a raison d'utiliser cet argument. Alors, c'est facile, quoi. C'est facile, ça marche. Hollande, ça résonne dans tous les esprits. Bon. Oui, mais ça traduit aussi qu'ils ont un peu le logiciel honteux. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas pleinement ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Laurent Baumel, aujourd'hui, c'est vraiment un tenant de l'aile gauche de ce qui reste de l'aile gauche du Parti Socialiste. Laurent Baumel, il assume de dire que oui, le Parti Socialiste a accepté le cadre de l'économie de marché capitaliste. Voilà, au moins c'est clair, il se cache pas derrière son petit doigt, il dit les choses. On se rend compte que quand on interroge les aspirants, ils sont quand même un peu emmerdés. Ils veulent pas trop répondre sur le fond parce que ils savent qu'à gauche, en fait, il y a aussi des totems à gauche. La question, on l'a vu avec l'interview de Marine Tondelier dans Ça ira, la question du capitalisme, du rapport au capitalisme au sein de l'électorat de gauche. C'est quelque chose qui compte, même si on peut considérer que c'est très théorique, c'est ce qu'elle considérait, mais en fait ça compte. Et donc on voit bien que eux ils sont en difficulté pour essayer de se dépatouiller avec ça en disant oui, alors du coup nous ce qu'il faut c'est faire des compromis. Je disais le bouquin d'Olivier Faure, il a sorti un bouquin aussi. En fait on comprend pas bien ce qu'est le logiciel d'Olivier Faure dans le bouquin, mais par contre on comprend que être au Parti Socialiste c'est faire des compromis. Mais des compromis avec quoi? Il le dit pas vraiment. Et tu penses, ce flou dans la ligne politique, est-ce que c'est un manque de réflexion, comme tu le disais au début? Est-ce que, comme tu viens de dire maintenant, c'est plutôt de la prudence, quoi? Ils ont pas envie de trop s'avancer pour éviter de fâcher l'aile gauche un moment, l'aile droite un moment. Enfin, comment on explique ce flou de ligne politique et en fait l'absence d'une colonne vertébrale assez solide, quoi? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi ce qui me fascine c'est que dans ce congrès c'est que c'est devenu un débat. C'est qu'aujourd'hui Boris Vallaud dit le Parti Socialiste a arrêté de penser, il veut créer une académie Léon Blum justement sur le modèle de l'Institut La Boétie de la France Insoumise, qui soit à la fois un institut de formation mais aussi de création d'idées. Et Nicolas Maire-Rossignol aussi il tape, on a arrêté de penser, etc. Bon, Boris Vallaud lui il a le mérite d'avoir mis une idée sur la table, c'est celle de la démarchandisation que je vous expliquais. Nicolas Maire-Rossignol et ses soutiens disent on a arrêté de penser. Il disait déjà ça au congrès de Marseille. Pour autant ils n'ont pas avancé le début d'une idée dans ce congrès. Sur quoi on peut... Et Olivier Faure, c'est pareil, lui il dit pas que le Parti Socialiste a arrêté de penser, ils disent qu'en gros, il y a eu des programmes qui ont été mis en place et que voilà. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui permettent de l'expliquer. En fait, il y a un truc très matériel, c'est que le Parti Socialiste était redevenu un petit parti. Pas à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'ils avaient quasiment plus de députés. Ils avaient une trentaine de députés, là où ils en ont eu plus de 300 à certains moments. Donc ça veut dire qu'aussi, on perd en spécialisation. Parce qu'en fait, quand il y a énormément de députés, il y a beaucoup de députés qui peuvent explorer différents sujets. Donc en fait, créer de l'idéologie, créer de la théorie, ce qui est plus le cas lorsqu'on en a 30 ou 35. Il y a ça. Il y a aussi une fuite de militants, des gens qui sont partis, qui en fait la réflexion militante aussi ça compte. Donc ils sont partis, donc des gens ont arrêté. Et aussi ils ont un peu externalisé en fait la pensée. À la fois la Fondation Jean Jaurès, qui s'était émancipée du Parti Socialiste, mais en fait il y a quand même toujours des liens. Et donc c'est la Fondation Jean Jaurès qui s'est davantage mis à penser, et aussi à la société civile plutôt social-démocrate, qui s'est retrouvée dans ce qu'on appelle le pacte du pouvoir de vivre autour de la CFDT. Sauf qu'en fait, on se rend compte que la porosité des idées, ça marche pas vraiment. C'est qu'en fait, ils se réapproprient pas plus que ça ces idées-là. Et d'ailleurs, ils l'ont critiqué, hein, même au-delà. Quand on voit Raphaël Glucksmann au mois de septembre, il nous expliquait que le problème du Parti socialiste et des sociodémocrates, c'est qu'ils avaient laissé la France insoumise avoir une hégémonie culturelle, parce qu'ils avaient travaillé, on savait en gros ce que pensait la France insoumise de tous les sujets, que ce soit la mer, la réforme institutionnelle, la fiscalité, etc. Ce qui n'était pas le cas des sociodémocrates. Alors lui, il s'est promis que en fait, le Place Publique, son mouvement,
élaborerait des programmes et des projets très concrets et il ne devrait pas tarder à le publier. Mais en fait, jusque-là, pour l'instant, on n'a pas vu la couleur d'une idée, quoi. Je voyais quelqu'un dans le chat qui accusait le PS d'être un parti électoraliste et que c'était pour ça que la ligne politique était si floue. Est-ce que pour toi l'électoralisme ça fait aussi partie des causes de ce brouillage de la ligne, ou est-ce que c'est pas forcément propre au PS? Moi en fait je comprends pas bien ce terme d'électoraliste, parce qu'en fait de toute façon les partis politiques ils veulent gagner les élections. Oui. Donc évidemment qu'il y a des stratégies de conquête de l'électorat. Et le Parti socialiste n'est pas le seul parti électoraliste. La France Insoumise est un parti électoraliste, le Parti communiste aussi, les Verts, les macronistes, le RN. En fait, l'électoralisme fait partie de la conquête du pouvoir. Donc ça, c'est un pan du sujet. Après, la question, c'est est-ce que ça pousse à transformer à transformer le programme ou à ajouter du flou. Oui, peut-être que la personne déjà disait en fait ça a pris tellement d'importance au PS que du coup les débats de fond en fait sont relégués, que ce qui prime maintenant uniquement c'est l'électoralisme. Moi, je pense qu'ils sont tiraillés en fait par le débat public actuel, par l'état du débat public et l'extrême droitisation et la force du libéralisme, du néolibéralisme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ils voient aussi ce qui est devenu le paysage médiatique, le débat public tel qu'il a été, et donc ils ont tendance à vouloir donner davantage de gages à des gens qui ne votent plus aujourd'hui pour eux, mais qui pourraient demain voter pour eux, qui veulent parler de sécurité, qui veulent parler d'immigration, de laïcité, etc. Et donc, ils ont parfois un peu du mal à assumer aussi certaines positions parce qu'ils ne veulent pas se couper d'un électorat potentiel, et ils sont soucieux de montrer qu'ils sont une gauche de gouvernement sérieuse. C'est leur terme, hein, c'est pas les miens, parce que je sais pas bien ce que ça veut dire gauche de gouvernement. Mais qu'en gros ils sont ils veulent montrer qu'ils sont responsables et que lorsqu'ils parlent c'est pas pour faire des promesses en l'air, le populisme de Mélenchon, etc. En gros, c'est ça qu'ils nous répondent. Très bien, je vois que ça débat dans le chat, c'est bien, débatté, toujours dans le respect, mais c'est bien. Mais je vois que ça génère du débat. Dès qu'on dit Parti Socialiste, en général, le chat alors 1 heure de PS, mais... C'est bien, ça te fait plaisir qu'on parle du PS. Tu kiffes le PS. Enfin, t'aimes bien en parler, en tout cas, t'aimes bien les étudier. Là, ils sont intéressants, mais après, j'avoue que les congrès, c'est un peu relou quand même. Ouais. J'imagine que c'est pas les moments les plus funky de l'année. Au moins à Marseille, au congrès de Marseille, c'était sympa, il y avait Marseille. Ouais. Non, mais surtout, ils se foutaient sur la tronche dans les couloirs c'est au Prado. Du Pharo, pardon, et après au pire on sortait, il y avait Marseille. Bon là ça avait un peu un intérêt. Bon, après je suis jamais allé à Nancy, on va découvrir la place Stanislas, mais Nancy c'est pas Marseille, quoi. Après Nancy, si jamais il y a des gens de Nancy, je ne sais pas quel est le gentilé de Nancy, mais les Nancéens. Nancéens. Les Nancéens. Ah ouais, ça fait un peu à côté de la mer, je trouve, les Phocéens. Bref, il nous reste une vingtaine de minutes. Est-ce que c'est pas le moment un peu de parler des conséquences sur le PS, sur la gauche, sur le NFP, sur les présidentielles? Peut-être tu peux nous faire un petit point sur la ligne de l'union ou pas de l'union d'Olivier Faure et de Meyer Rossignol. Peut-être tu nous fais un petit point, genre si Meyer Rossignol qui est élu, qu'est-ce que ça veut dire pour le PS et pour la gauche, et inversement Alors, ils ont déjà officiellement, ils sont tous les deux unionistes. Qui veulent tous les deux une union de la gauche, mais pas dans les mêmes modalités. Ouais. D'un côté, on a Olivier Faure qui lui reste fidèle globalement à la ligne qu'il avait jusqu'ici, moins Mélenchon. Ouais. C'est quand même un gros point de différence. Oui, en fait, le Parti socialiste s'est réaffirmé sur la scène nationale et donc a des ambitions pour 2027. Ils ne veulent pas laisser la France insoumise prendre le leadership de l'Union, ils veulent les contester. Et donc ils ont acté que Jean-Luc Mélenchon, ce que tous les autres ont acté d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027. Ouais. Et donc ils se disent, nous on n'ira pas derrière lui, c'est-à-dire ça veut dire qu'il faut organiser un espace ailleurs. Olivier Faure dit, il faut qu'on fasse un rassemblement qui aille de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. C'est comme ça, c'est la formule consacrée de Ruffin à Glucksmann. Bon, il y a la question de la primaire, il est pas fan. Lui-même est déjà plus ou moins candidat. Olivier Faure, il l'a dit, que il pouvait faire partie de ceux qui peuvent aspirer à être prétendant à l'Élysée, comme il était prétendant à Matignon après les élections législatives de l'année dernière. Et donc lui, il veut continuer dans cet espace-là de Ruffin et Glucksmann, et donc organiser d'abord avec un programme commun, puis une désignation qui sera le candidat. Mais le candidat présidentiel. Le problème, c'est qu'ils évitent
à chaque fois de parler d'une autre question qui est celle des législatives. Ils ne disent pas s'il n'y aura plus d'alliance législative avec la France insoumise. Aujourd'hui, ce que le problème, c'est surtout Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée, qui de toute façon, voilà, ils se brutalisent le débat, etc. Oui, toujours les mêmes arguments qu'on entend depuis un moment maintenant. Mais qui sont pas totalement faux, hein, mais c'est juste qu'il y en a qui s'en accommodent plus que d'autres. Bien sûr, c'est la théorie de la conflictualité en politique, elle a été théorisée à la France insoumise et ça ne va pas au Parti socialiste. Voilà, et là-dessus, ils s'affrontent, ça n'a pas empêché des alliances en 2022, en 2024. Par exemple, on voit pas concrètement ce qui depuis un an est le nouveau Front populaire, fait qu'aujourd'hui, il y aurait des gauches irréconciliables. On se rappelle que pendant les européennes, ils se traitaient à la fois de génocidaires et d'antisémites mutuellement. Donc, une fois qu'ils ont dépassé ça, là, depuis un an, il se passe pas grand-chose, si ce n'est la non-censure de François Bayrou. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que veut avancer Olivier Faure. Mais tout en ne disant pas avec quelle majorité il gouvernerait demain si jamais la gauche arrivait aux responsabilités. Est-ce que la France insoumise ferait partie d'un pacte de gouvernement avec cet axe de Glucksmann à Ruffin. Nicolas Mayer-Rossignol, lui, je vous le disais, il veut d'abord fédérer les sociodémocrates. Une phrase qu'il répète tout le temps, c'est il y a plus de socialistes en dehors du Parti socialiste que dedans. Il inclut dedans Glucksmann et Cazeneuve. Donc lui, il veut d'abord se tourner vers eux pour en gros essayer d'organiser une candidature ensemble qui ensuite serait proposée au reste de la gauche. Hors France insoumise, évidemment. Eux, ils ont déjà dit il n'y aura plus jamais d'alliance avec la France insoumise à la présidentielle, aux municipales, aux législatives. Y compris dans l'entre-deux-tours des municipales, par exemple, ils nous expliquent pas comment ils vont faire pour gagner des villes de droite s'ils ne s'allient pas un tant soit peu avec la France insoumise, qui a quand même. Ça va faire des triangulaires et au final, c'est la droite qui va. La France insoumise va peser davantage qu'en 2020. Ça, ils ne nous l'expliquent jamais, par exemple. Et donc voilà, c'est d'abord, en gros, la réaffirmation du Parti socialiste. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de tentation hégémonique. En réalité, un peu quand même. Voilà. Donc ça, c'est les deux lignes sur lesquelles les militants ont à trancher. En gros, est-ce qu'ils veulent la réaffirmation du Parti socialiste sur le reste de la gauche, parce qu'ils considèrent que de toute façon, il n'y a que les socialistes qui peuvent aujourd'hui gagner. Et il y a la ligne Olivier Faure qui veut davantage s'ancrer à gauche, aussi parce qu'ils considèrent que les socialistes peuvent gagner au sein de cette gauche et de nouveau prendre un leadership, mais aussi pour s'ancrer dans un programme de gauche et ne pas trahir une fois arrivé aux affaires. Et qu'est-ce qu'elle en pense le reste de la gauche alors du Congrès, je sais pas si vraiment il s'y intéresse franchement, mais est-ce que par exemple un Ruffin serait prêt à travailler avec un Mayer-Rossignol Ils disent qu'ils n'ont pas le choix. En fait, dans la mesure où il y a l'extrême droite qui risque d'arriver au pouvoir. Après, c'est vrai que dans le cadre par exemple, Ruffin propose une primaire. Si dans le cadre de cette primaire, c'est quelqu'un de la ligne de Nicolas Mayer-Rossignol qui est désigné candidat de la gauche, genre Carole Delga, Karim Bouamrane. Sur la ligne politique, j'ai du mal à voir comment le Parti communiste, comment François Ruffin pourrait accepter de porter cette ligne-là. C'est vrai que c'est compliqué de voir comment cet espace peut évoluer. Aujourd'hui, de toute façon, la gauche est suspendue à l'avenir du Parti socialiste. Ah ouais, à ce point-là. En fait, ils attendent de voir pour se positionner. Marine Tondelier a plus ou moins déjà dit qu'elle préférait que ce soit Olivier Faure qui gagne. Au Parti communiste, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent. Je pense qu'ils s'entendent très bien à la fois avec Mayer-Rossignol et avec Olivier Faure. Donc en fait, il n'y a pas forcément peut-être de préférence. Et je pense qu'à la France insoumise, par contre, moi, je pense qu'ils attendent une victoire de Nicolas Mayer-Rossignol parce qu'en fait, ça leur faciliterait la tâche. Déjà que, en fait, à partir du moment où ils ont quelqu'un en face qui leur dit nous, on veut pas travailler avec vous, c'est plus facile d'assumer le fait de pas vouloir travailler avec les autres. Comme Raphaël Glucksmann a facilité la tâche de Jean-Luc Mélenchon en disant dans le monde que de toute façon, il ne participerait pas à une primaire avec toute la gauche et avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà dit qu'il voulait pas faire de primaire. Mais une fois que Raphaël Glucksmann a dit ça, lui, il peut dire non, mais de toute façon, vous voyez, votre primaire, elle est bancale, elle fonctionnera pas. Et donc, en fait, je pense que ça faciliterait la rupture. Entre la France, ce qui est souhaité de deux côtés, en réalité. Donc, je pense que ça faciliterait la rupture. Mais est-ce qu'il y a quand même pas encore des gens qui espèrent à une union si jamais il y a un deuxième tour, notamment aux législatives où le RN est en tête, en se disant si au moins si c'est Olivier Faure, il y a quand même plus de chances qu'on réussisse à se rassembler un peu, alors que c'est sûr qu'avec Mayer-Rossignol, jamais. Au sein de la France insoumise, tu veux dire, ou au sein de la gauche? De la gauche, alors de la France insoumise évidemment, parce que c'est avec eux que c'est le plus clivant, mais au sein de la gauche plus généralement. Je pense qu'il y a une surdramatisation déjà de toute façon des désaccords.
Ouais. On l'a vu, par contre, la France Insoumise qui a fait le choix de taper très très fort sur le Parti Socialiste au moment où ils ont décidé de pas censurer Bayrou. On peut considérer que c'est un problème. Tout le reste de la gauche a considéré que c'était un problème, mais n'a pas considéré que c'était un point de rupture avec le Parti Socialiste. La France Insoumise en a fait un point de rupture, aussi pour mettre en scène la rupture avec les socialistes dans le cadre de 2027. Après, oui, il y en a qui continuent d'espérer, comme Marine Tondelier. Marine Tondelier, elle dit toujours, il faut mettre de Glucksmann à Mélenchon, elle. Il faut tout le monde ensemble, parce que le risque est trop important que l'extrême droite gagne. Mais de toute façon, en réalité, tout ça se décantera pas avant les municipales.